Ce fut le 25 septembre que commencèrent les travaux de la nouvelle façade du Bonheur des Dames. Le baron Hartmann, selon sa promesse, avait enlevé l'affaire dans la dernière réunion générale du Crédit Immobilier et Mouret touchait enfin à la réalisation de son rêve. Cette façade qui allait grandir sur la rue du 10 décembre était comme l'épanouissement même de sa fortune. Aussi voulut-il fêter la pose de la première pierre. Il en fit une cérémonie, distribua des gratifications à ses vendeurs, lui donna le soir du champagne. On remarqua son humeur joyeuse sur le chantier, le geste victorieux dont il scella la pierre d'un coup de truelle. Depuis des semaines, il était inquiet, agité, d'un tournement nerveux qu'il ne parvenait pas toujours à cacher. À son triomphe apportait un répit, une distraction de sa souffrance. Toute l'après-midi, il sembla revenu et sa gaieté d'homme bien portant. Mais dès le dîner, lorsqu'il traversa la réfectoire pour boire un verre de champagne avec son personnel, il réparut fiévreux, souriant d'un air pénible. Les traits tirés par le mal inavoué qui le rongeait. Ils étaient repris le lendemain aux confections. Clara Prunet essaya d'être désagréable à Denise. Elle avait remarqué l'amour transi de Colomban. Elle a eu l'idée de plaisanter les Baudus. Vous savez, mon amoureux d'en face, il finit par me chagriner dans cette boutique noire, où il n'entre jamais personne. Il n'est pas si malheureux, répondit Marguerite. Il doit épouser la fille du patron. Tiens, reprit Clara. Ce serait drôle de l'enlever alors. Je vais en faire la blague, parole d'honneur. Et elle continua, heureuse de sentir Denise révoltée. Mademoiselle Prunaire, vous feriez mieux de vous occuper de cette dame que de causer. Je ne causais pas. Veuillez vous taire, je vous prie, et occupez-vous de madame tout de suite. Clara se résigna, domptée, lorsque Denise faisait acte de force, sans élever le ton. Pas une ne résistait. Elle avait conquis une autorité absolue par sa douceur même. « Vous vous fâchez ?» dit une voix derrière Denise. C'était Pauline, qui traversait le rayon. Elle avait vu la scène, elle parlait bas, en souriant. « Mais il le faut bien, répondit de même Denise. Je ne puis venir à bout de mon petit monde. » La lingère haussa les épaules. « Laissez donc, je vous serai notre reine à toutes. Quand vous voudrez. Dites donc, s'il m'arrivait malheur, vous parleriez pour moi ? Oui, oui, ne prenez pas votre air étonné. On sait qu'un mot de vous révolutionnera la maison. » Et elle se hâta de rentrer à son comptoir. Denise avait rougi, troublée de ses allusions amicales. C'est vrai du reste. Elle avait la sensation vague de sa puissance, aux flatteries qui l'entouraient. Le règne de Denise commençait. Pourtant, des histoires circulaient. Il y avait un courant de commérage abominable. Sous les flatteries et le respect que Denise sentait monter autour d'elle, la maison entière, à cette heure, racontait qu'elle avait eu jadis Hutin pour amant. On osait jurer que la liaison continua, seulement on les soupçonnait de se revoir de loin en loin. Aussi couchée avec elle se retrouvait sans cesse dans les coins noirs. Ils causaient pendant des heures. Un véritable scandale. Mouret, cependant, vivait dans l'angoisse. Était-ce possible cet enfant le torturait à ce point ? Toujours, il la renvoyait arrivant au bonheur. Avec ses gros souliers, sa mince robe noire, son air sauvage, elle bégayait, tous se moquaient d'elle. Lui-même l'avait trouvée laide d'abord. Laide ? Et maintenant, elle l'aurait fait mettre à genoux d'un regard. Désormais, ses journées s'écoulaient dans les mêmes obsessions douloureuses. L'image de Denise le levait avec lui. Ils avaient rêvé d'elle la nuit. Elle le suivait devant le grand bureau de son cabinet où il signait les traits et les mandats.
De 9 à 10 heures, besogne qu'il accomplissait machinalement sans cesse de la sentir présente, disant toujours non de son air tranquille. Puis, à 10 heures, c'était le conseil. Un véritable conseil des ministres. Une réunion de 12 intéressés de la maison qu'il lui fallait présider. On discutait les questions d'ordre intérieur, on examinait les achats, on arrêtait les étalages. Et elle était encore là. Ils attendaient sa voix douce au milieu des chiffres. Ils voyaient son air sourire dans les situations financières les plus compliquées. Après le conseil, elle l'accompagnait, faisait avec lui l'inspection quotidienne des comptoirs. Revenait l'après-midi dans le cabinet de la direction, restait près de son fauteuil de 2 à 4 pendant qu'il recevait toute une foule, les fabricants de la France entière, des eaux industrielles, des banquiers, des inventeurs, va-et-vient continu à la richesse et de l'intelligence, danse affolée de des millions entretiens rapides où l'on dressait les plus grosses affaires du marché de Paris. S'il l'oubliait une minute en décidant de la ruine ou de la prospérité de l'industrie, il la retrouvait debout, à une élancée de son cœur. Sa voix expirait. Il se demandait à quoi bon cette fortune remuée, puisqu'il ne voulait pas. Enfin, lorsque sonnaient 5 heures, il devait signer le courrier. Le travail machinal de sa main recommençait, pendant qu'elle se dressait plus dominatrice, le reprenant tout entier pour le posséder, à elle seule, durant les heures solitaires et ardentes de la nuit. Et le lendemain, la même journée recommençait, ces journées si actives, si pleines de colossal labeur, que l'ombre fluette d'un enfant suffisait à ravager d'angoisse. Mais les souffrances de Mouret devaient grandir. Il devint jaloux. Un matin, dans le cabinet avant le conseil, Bourdoncle osa lui faire entendre que cette petite fille des confessions se moquait de lui. « Comment ça ?» demanda-t-il très pâle. « Eh oui, elle a des amants ici même. » Mouret eut la force de sourire. « Je ne songe plus à elle, mon cher. Vous pouvez parler. »« Qui donc? Des amants ?»« Putain, assure-t-on. Et encore un vendeur des dentelles, Deloche, un grand garçon bête. Je n'affirme rien. Je ne les ai pas vus. Seulement, il paraît que ça crève les yeux. » Il y eut un silence. Mouret affectait de ranger des papiers sur son bureau pour cacher le tremblement de ses mains. Enfin, il dit sans lever la tête. « Il faudrait des preuves. Tâchez de m'apporter des preuves. Oh, pour moi, je vous le répète, je m'en moque, car elle a fini par m'agacer. Mais nous pourrions tolérer des choses pareilles chez nous. » Bourdoncle répondit simplement. « Soyez tranquille, vous avez des preuves un de ces jours? Je veille. » Alors Mouret acheva de perdre toute tranquillité. Il n'eut plus le courage de revenir sur cette conversation. Il vécut dans les conditionnels entre des catastrophes où son cœur resterait broyé. Un matin, comme Mouret traversait la soie, il s'arrêta, surpris de voir Favier en train de modifier les étiquettes de tout son sol de velours noir. « Pourquoi baissez-vous les prix ?» demanda-t-il. « Que vous en a donné l'ordre ?»« Mais c'est Monsieur Hutin. »« Monsieur ? » ?»« Oui, Monsieur Hutin. Où est donc Monsieur Hutin ?» Et lorsque fut remontée la réception, où un vendeur était descendu le chercher, une explication vive s'engagea. Comment ? Il baissait maintenant les prix de lui-même. « Entendez-vous, Monsieur Hutin ?» cria Mouret. « Je n'ai jamais toléré ces tentatives d'indépendance. Nous seuls décidons de la marque. »« Monsieur, répétait Hutin, je comptais vous soumettre cette baisse. Elle est nécessaire.
Vous le savez, car ces velours n'ont pas réussi. Mouret voulut couper court par une dernière durée. C'est bien. Monsieur, nous examinerons l'affaire. Et ne recommencez pas, si vous tenez à la maison. Il tourna le dos. Hutin, étourdi et furieux, ne trouvant que Favier pour vider son cœur, lui jura qu'il allait flanquer sa démission à la tête de cette brute-là. 2 jours plus tard, comme Hutin était monté à l'atelier des confections, en haut, sous les toits, pour recommander lui-même une ouvrière, il eut un léger sursaut en apercevant, au bout d'un couloir, Denise et Deloche, accoudés devant une fenêtre ouverte, si enfoncés dans une conversation timide qu'ils ne tournèrent pas la tête. L'idée de les faire surprendre lui vint brusquement lorsqu'il s'aperçut que Deloche pleurait. Alors, il se retira sans bruit. Et dans l'escalier, ayant rencontré Bourdoncle et Jouve, il leur conta une histoire, un des extincteurs dont la porte semblait arrachée. De cette façon, il tomberait sur les 2 autres. Bourdoncle les découvrit le premier. Il s'arrêta net, dit à Jouve d'aller chercher le directeur, pendant que lui restait là. Plusieurs fois déjà, Denise avait trouvé Deloche qui l'attendait. Comme seconde, elle était chargée des rapports du rayon avec l'atelier, où l'on ne faisait d'ailleurs que les modèles, les retouches, et à toute heure, elle montait pour donner des ordres. Il la guettait, inventait un prétexte, filait derrière elle, puis il affectait la surprise quand il la rencontrait à la porte des confectionneuses. Elle avait fini par en rire. C'était comme des rendez-vous acceptés. Justement, ce jour-là, Deloche parlait de Valogne. J'avais 6 ans. Ma mère m'emmenait dans une carriole au marché de la ville. Vous savez qu'il y a 13 bons kilomètres. Il fallait partir de Briquebec à 5 heures. C'est très beau par chez nous. Est-ce que vous connaissez ? Oui, répondait lentement Denise, les regards au loin. J'y suis allée une fois, mais j'étais bien petite. À leur voix défaillée, ils demeuraient les yeux fixés et perdus sur le lac ensoleillé des vitres. Mon Dieu, mademoiselle Denise, balbutia Deloche, pourquoi n'êtes-vous pas plus gentille ? Moi, qui vous aime tant ? Des larmes lui étaient montées aux yeux et comme elle voulait l'interrompre d'un geste, elle continua vivement. Non, laissez-moi vous dire ces choses une fois encore. Nous nous entendrions si bien ensemble. On a toujours à causer quand on était du même pays. Il suffoqua. Elle put enfin dire doucement. Vous n'étiez pas raisonnable. Vous m'aviez promis de ne plus parler de cela. C'est impossible. J'ai beaucoup d'amitié pour vous parce que vous êtes un brave garçon, mais je veux rester libre. Pardonnez-moi, murmurait-il. C'est fini maintenant. Je serais trop malheureux si vous ne puissiez en reprendre votre amitié. Je vous jure que je voulais vous dire autre chose. Oui, je m'étais promis de comprendre la situation, d'être bien sage. Ses larmes coulaient. Il tâchait d'affermir sa voix. Car, enfin, je connais mon lot dans l'existence. Ce n'est pas maintenant que la chance peut tourner. Battu là-bas, battu à Paris, battu partout. Voici 4 ans que je suis ici et je reste le dernier du rayon. Alors, je voulais vous dire de ne pas avoir de la peine à cause de moi. Je ne vous ennuierai plus. Tâchez d'être heureuse. Aimez-en un autre. Oui, ça me ferait plaisir. Si vous êtes heureuse, je serai heureux. Ce sera mon bonheur. Il ne put continuer. Comme pour sceller sa promesse, il avait posé les lèvres sur la main de la jeune fille qu'il baisait d'un humble baiser d'esclave. Elle était très touchée. Elle dit simplement avec une fraternité attendrie qui atténua la pitié des mots. «
Mon pauvre garçon. Mais il tressaillit. Ils se tournèrent. Mouret était devant eux. Mademoiselle, veuillez me suivre, dit-il d'une voix dure. Elle le suivit. Ils descendirent 2 étages, traversèrent les rayons des meubles et des tapis, sans dire un mot. Quand il fut devant son cabinet, il ouvrit la porte toute grande. « Entrez, mademoiselle. » Et il referma la porte. Il marcha jusqu'à son bureau. « Mademoiselle, dit-il enfin, en tâchant de garder une sévérité froide, il y a des choses que nous pouvons tolérer. La bonne conduite est ici de rigueur. » Il s'arrêtait, cherchait des mots pour ne pas céder à la colère qui lui montait des entrailles. « J'ai été très bon pour vous, mademoiselle, continua-t-il. En faisant un nouvel effort, je ne m'attendais guère à être récompensé de cette façon. En effet, monsieur, répondit-elle doucement, j'ai eu tort de m'arrêter à causer, et je vous demande pardon de cette faute. N'avait-elle pas de honte? Une jeune fille comme elle s'abandonnait à être pareille. Et si en vint à des accusations atroces, il lui rapprocha Utham. D'autres encore, dans un tel flot de paroles qu'elle ne pouvait même se défendre. Oui, vos amants, on me le disait bien, et j'étais assez bête pour m'en douter. Denise, suffoquée, entourdie, écoutait ces affreux reproches. À un mot plus dur, elle se dirigea vers la porte, silencieusement, et sur un geste qu'il fit pour l'arrêter, « Laissez, monsieur, je m'en vais. Si vous croyez ce que dites, je ne veux pas rester une seconde de plus dans la maison. » Mais il se précipita devant la porte. « Défendez-vous. Au moins, dites quelque chose. » Elle resterait toute droite dans un silence glacé. Elle a eu une exposition suprême de douleur. « Mon Dieu, je vous aime, je vous aime. Pourquoi prenez-vous plaisir à me martyriser ainsi? Vous voyez bien que plus rien n'existe, que les gens dont je vous parle ne me touchent que par vous. Que c'est vous seul, maintenant, qui importez dans le monde. Je vous en ai cru, jalouse et sacrifié mes plaisirs. On vous a dit que j'étais des maîtresses. Eh bien, je n'en ai plus. C'est à peine si je sors. Ne vous ai-je pas préféré chez cette dame? N'ai-je pas rompu pour être à vous seul? J'attends encore un remerciement. Un peu de gratitude. Et si vous craignez que je retourne chez elle, vous pouvez être tranquille. Elle se venge en aidant un de nos anciens commis à fonder une maison rivale. Dites, faut-il que je me remette à genoux pour toucher votre cœur? Il en était là. Lui qui ne tolérait pas un peccadille à ses vendeuses, que les jeter sur le pavé au moindre caprice, se trouvait réduite à supplier d'elle de ne pas partir, de ne pas l'abandonner dans ses misères. « Dites, dois-je me mettre à genoux ?» répéta-t-il, la gorge étranglée de larmes contenues. Elle l'arrêta de la main, ne pouvant plus. Elle-même cachait son trouble profondément remué par cette passion souffrante. « Vous avez tort de vous faire de la peine, monsieur, » répondit-elle enfin. « Je vous jure que ces vilaines histoires sont des mensonges. Ce pauvre garçon de tout à l'heure est aussi peu coupable que moi. »« C'est bien, je vous crois, murmura-t-il. Je ne renverrai aucun de vos camarades, puisque vous prenez tout ce monde sous votre protection. Mais alors pourquoi me repoussez-vous si vous n'aimez personne ?» Une gêne soudaine, une pudeur inquiète s'empara de la jeune fille. « Vous aimez quelqu'un, n'est-ce pas ?» reprit-il d'une voix tremblante. « Oh, vous pouvez le dire. Oh, vous pouvez le dire. Je n'ai aucun droit sur vos tendresses. Vous aimez quelqu'un ? » Oui, finit-elle, par avouer faiblement.
Je vous en prie, monsieur. Laissez-moi. Vous me faites du chagrin. » À son tour, elle souffrait. Quand il lui parlait ainsi, quand elle le voyait si ému, si bouleversé, elle ne savait plus pourquoi elle se refusait. Elle serait tombée aux bras de cet homme, la chair prise, le cœur séduit, si elle n'avait éprouvé une révolte, presque une répulsion, devant le don définitif de cet être, jeté à l'inconnu du lendemain. Elle ne montra une invincible répulsion que pour Clara, car elle avait appris que cette fille s'était amusée comme elle en plaisantant le projet à mener un soir Colombant chez elle. Et le commis, emporté par sa passion enfin satisfaite, découchait maintenant, tandis que la triste Guenièvre agonisait. On en causait au bonheur, on trouvait l'aventure drôle, mais ce chagrin, le seul qu'elle eût au dehors, n'altérait pas l'humeur égale de Denise. Maintenant, il lui arrivait d'avoir des longues conversations amicales avec Mouret. Quand elle devait se rendre à la direction, la retenait à causer. Il aimait l'entendre. C'était ce qu'elle appelait, en riant, faire de lui un brave homme. Dans sa tête raisonneuse et avisée de Normande, poussaient toutes sortes de projets. Elle ne pouvait s'occuper d'une chose, faire fonctionner une besogne, sans être travaillée du besoin de mettre de l'ordre, d'améliorer le mécanisme. Ainsi, depuis son entrée au Bonheur des Dames, elle était surtout blessée par le sport précaire des commis. Les renvois brusques la soulevaient, elle le trouvait maladroit et inique, nuisible à tous. Autant à la maison que personnelle, elle plaidait la cause des rouages de la machine. Non, pas des raisons sentimentales, mais par des arguments tirés de l'intérêt même des patrons. Quand on veut une machine solide, on emploie du bon fer. Si le fer casse ou si on le casse, il y a un arrêt de travail, des frais répétés, de mise en train, toute une déperdition de force. Mouret alors était embranlé, séduit par cette voix jeune, encore frémissant, des mots endurés si convaincus, lorsqu'elle indiquait des réformes qui devaient consolider la maison, et le sort des vendeurs était amélioré. Peu à peu, on remplaçait les renvois en masse par un système de congés accordés aux morts, saison. Enfin, on allait créer une caisse de secours mutuelle qui mettrait les employés à l'abri des chômages forcés et leur assurer une retraite. Alors, un nouveau mouvement d'opinion se fit en faveur de Denise. Si on n'ignorait pas les douceurs qu'on lui devait, on l'admirait pour la force de sa volonté. En voilà une au moins qui mettait le pied sur la gorge du patron et qui le vengeait tout ce qu'il tirait de lui autre chose que des promesses. Une des grandes joies de Denise dans sa faveur fut de pouvoir être utile à Pauline. Celle-ci était enceinte. Elle tremblait car 2 vendeuses en 15 jours avaient dû partir au 7e mois de leur grossesse. La direction ne tolérait pas ces accidents-là. La maternité était supprimée comme encombrante et indécente. À la rigueur, on permettait le mariage, mais on défendait les enfants. Pauline, afin de retarder un renvoi probable, ce serait à étouffer, résolue de cacher ça tant qu'elle pourrait. Une des 2 vendeuses congédiées venait justement d'accoucher d'un enfant mort pour s'être torturée ainsi la taille. On désespérait de la sauver elle-même. Cependant, Bourdoncle regardait le teint de Pauline se plomber, tandis qu'il lui trouvait une raideur pénible dans la démarche. Un matin, il était près d'elle, quand un garçon de magasin, qui enlevait un paquet, la heurta d'un tel coup qu'elle porta les 2 mains à son ventre en poussant un cri. Tout de suite, il l'emmena, la confessa, soumit au conseil la question de son renvoi.
sous le prétexte qu'elle avait besoin du bon air de la campagne. L'histoire du coup, allait se répandre. L'effet serait désastreux sur le public si elle faisait une fausse couche, comme il y en avait eu déjà une aux Layettes l'année précédente. Mouret, qui n'assistait pas à ce conseil, ne put donner son avis que le soir. Mais Denise avait eu le temps d'intervenir. Et il ferma la bouche de Bourdoncle au nom des intérêts même de la maison. On voulait donc ameuter les mères, froisser les jeunes accouchés de la clientèle. Il fut décidé que toute vendeuse mariée qui deviendrait enceinte serait mise chez une sage-femme spéciale dès que sa présence au comptoir blesserait les bonnes mœurs. Le lendemain, lorsque Denise monta voir à l'infirmerie Pauline, qui avait dû s'aliter à la suite du coup reçu, celle-ci l'embrassa violemment sur les 2 joues. « Que vous êtes gentille. Sans vous, il me jetait dehors. Et ne vous inquiétez pas, le médecin affirme que ce ne sera rien. » Et les confidences, les paroles tendres et chuchotées virent tout de suite. « Il fait donc quand même ce que vous voulez. Comme vous êtes dur, je lui causais tant de peine. Voyons, expliquez-moi ça. Puisque j'osais aborder ce sujet, vous le détestez. » Désigne, gagné par une soudaine émotion, les joues en V de Rougène, eut une faiblesse à cette question. Directe et inattendue, son secret lui échappa. « Je l'aime !» Pauline restait stupéfiée. « Comment ? Vous l'aimez ? » Mais stupéfait. « Comment ? Vous l'aimez ? Mais c'est bien simple. Dites oui. » Denise, le visage caché, répondait « Non !» d'un branle énergique de la tête. « Alors, tout ça c'est pour en arriver à ce que vous épouse. » Lui m'épousait ? Oh, non, oh. Je vous jure que je n'ai jamais vu une pareille chose. Non, jamais un tel calcul n'est entré dans ma tête. Et vous ne savez que j'ai horreur du mensonge ? Dame, ma chère, reprit doucement Pauline, vous auriez l'idée de vous faire épouser, que vous ne nous y prendrez pas autrement ? Il faudrait bien que ça finisse. Il n'y a encore que le mariage, puisque vous ne voulez point de l'autre affaire. Écoutez, je dois vous prévenir que tout le monde a la même pensée. Oui, on est persuadé que vous lui tenez la draguer haute pour lui mener devant monsieur le maire. Mon Dieu, quelle drôle de femme êtes-vous, quelle drôle de femme vous êtes. Et elle dut consoler Denise, qui était retombée la tête sur le traversin, sanglotant, répétant qu'elle finirait par s'en aller, puisqu'on lui prêtait sans cesse toutes sortes d'histoires qui ne pouvaient seulement lui entrer dans le crâne. Sans doute, quand un homme aimait une femme, il devait l'épouser. Mais elle ne demandait rien. Elle ne calculait rien, elle suppliait seulement qu'on la laissait vivre tranquille, avec ses chagrins et ses joies. Comme tout le monde, elle s'en irait. À la même minute, en bas, Mouret traversait les magasins. Il avait voulu s'étourdir en visitant les travaux une fois encore. Des mois s'étaient écoulés, la façade dressait maintenant ses lignes monumentales derrière la vaste chemise de planches qui la cachait du public. Du matin au soir, le long de la rue du 10 décembre, ouverte depuis peu, stationnait une foule de badauds, le nez en l'air, ne voyant rien, mais préoccupés des merveilles qu'on se racontait de cette façade, dont l'inauguration allait révolutionner Paris. Et c'était sur ce chantier enfiévré de travail, au milieu des artistes achevant la réalisation de son rêve, commencé par le maçon, que Mouret venait de sentir, plus amèrement que jamais, la vanité de sa fortune. La pensée de Denise lui avait brusquement serré la poitrine. Cette pensée qui, sans relâche, le traversait d'une flamme, comme l'élancement d'un mal inguérissable. Lorsque Mouret rentra dans son cabinet, il étouffait de sanglots, contenu. Que voulait-elle donc ? Il n'osait plus lui offrir de l'argent. L'idée confuse d'un mariage se levait au milieu de ces révoltes du jeune veuf.
Et dans l'énervement de son impuissance, ses larmes coulèrent. Il était malheureux. Au bonheur des dames, Émile Zola.